Les podcasts Obsession Collective vous souhaitent une très bonne écoute. C'est une pièce intéressante, monsieur Ipkiss, sans doute un masque du Moyen-Âge scandinave. Cela pourrait bien représenter une divinité germanique de la nuit, peut-être bien Loki. Loki? Loki, qui c'est Loki? C'est une divinité fort maléfique. La mythologie raconte qu'à cause de ses méfaits, Odin le bannit du Valhalla pour l'éternité. Vous croyez qu'il a pu l'enfermer dans ce masque? Comprenez que je parle de mythologie, monsieur Ipkiss. Ceci n'est qu'un morceau de bois. Mais votre bouquin! Mon livre parle de masque comme métaphore, monsieur Ipkiss. Une métaphore n'a pas un sens littéral. Vous êtes victime d'une hallucination. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 3e épisode de La Voix des Masques, podcast cinéma consacré à l'évocation des masques dans la culture cinématographique. Je suis Hélène Gaudin, docteur en études cinématographiques et je suis comme toujours accompagnée de mon collègue docteur en sciences de l'imaginaire, Clément Pellissier. Salut Clément, comment tu vas ? Salut Hélène, ça va et toi ? Bonjour à tous. Très heureuse d'être là avec toi aujourd'hui, comme d'habitude, pour parler donc d'un nouveau film. Le film qui va nous occuper aujourd'hui, c'est le film The Mask, qui est une comédie fantastique américaine qui est réalisée par Chuck Russell et qui est sortie en 1994, ce qui ne nous rajeunit pas. Ah non. Puisque c'est aussi une série animée en 54 épisodes de 22 minutes qui est produite par Nevlana Limited Film Roman Production et Sunbow Production. En France, la série a été diffusée à partir du 1er juillet 1996 sur Canal+, et rediffusée à partir du 6 octobre 1996 sur M6 dans l'émission M6 Kids, où peut-être des enfants des années 90, comme c'est mon cas, l'ont connue. Eh ben c'est mon cas également. C'est aussi ton cas. C'est mon cas également. Ça nous rajeunit pas tout ça, mais en même temps, ça fait des beaux souvenirs. Clairement. L'histoire est assez simple, c'est l'histoire d'un employé de banque assez banal, Stanley Kipps, qui donc est très passionné par les cartoons de Tex Avery. Et ce type trouve un ancien masque doté de pouvoirs extraordinaires. Ce qui fait que chaque fois qu'il le met, il devient donc le personnage, le masque, un personnage qui a beaucoup plus confiance en lui, qui est plein de petites ressources incroyables et magiques, et notamment de pouvoirs incroyables. Il décide d'utiliser ce masque pour faire le bien et pour lutter contre les différents criminels de la ville. L'histoire de The Mask, c'est aussi un comics, et je laisserai peut-être Clément en parler, puisqu'il est plus spécialiste que moi sur le sujet. Si tu veux dire quelques mots sur les comics, Clément ? Oui, ce que l'on peut dire, c'est que Dark Horse en a assuré la publication. Il y a même eu un crossover avec le Joker de Batman à une époque. Et effectivement, il est à noter que le film dont on va parler, donc celui de Russell, est une adaptation des comics, est une adaptation libre des comics, sachant que les comics sont beaucoup plus sombres que ne l'est le film. Le film a quand même une dimension familiale, cartoonesque, là où les comics exploitent un peu la part vraiment d'ombre de Stanley. Donc il y a vraiment En fait, ce film est le reflet de son époque, dans le sens où on sent que depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis n'ont plus vraiment d'ennemis à combattre. Et donc, les années 90, c'est l'époque de la comédie un peu débridée, genre dans lequel Jim Carrey excelle, on va y revenir. Oui, tout à fait, Jim Carrey, donc qui est le personnage, qui est clairement le personnage aussi principal, puisque c'est vraiment le film de Jim Carrey, que ce soit dans la version anglaise ou dans la version française, ça fait partie de ces films qui sont incroyables en fait, que ce soit dans leur version originale ou dans leur version qui est doublée. En ce qui me concerne, j'ai connu et revisionné le film en français parce que j'adore le doublage en fait. Je suis très très fan du doublage. Oui, clairement. C'est Emmanuel Curtil qui gère la voix de Jim Carrey. C'est sa voix officielle depuis le début, il me semble. Ou quasiment les débuts. Et Emmanuel Curtil est l'un des grands noms du doublage français. On lui doit également beaucoup d'autres personnages, notamment de dessins animés ou d'animation.
C'est le cas pour l'Âge de glace, c'est le cas pour Le Roi Lion où il fait Simba, c'est le cas de Kronk pour Kuzco l'Empereur Mégalo. Enfin voilà, il a vraiment une patte vocale très reconnaissable. Et pour moi, comme pour toi j'imagine, Jim Carrey est vraiment associé à la voix de Kurt Hill dans tous les films quasiment. Oui, complètement. C'est vraiment c'est deux personnes, pour le coup, deux personnalités indissociables. Et je trouve qu'Emmanuel Curtil a vraiment cette capacité à s'imprégner en fait de tous les personnages de Jim Carrey, mais aussi de la personne même de Jim Carrey qui a, enfin, on pourrait faire un podcast de plusieurs heures sur Jim Carrey, mais on va condenser un petit peu, qui a vraiment cette capacité d'insuffler une partie de lui à l'intérieur de ses personnages, tant et si bien que The Mask, en fait, c'est Jim Carrey et c'est personne d'autre, quoi. Il pourrait pas être repris par quelqu'un sans que ce soit bizarre, en fait. Complètement. Alors, j'ai fait beaucoup rire une amie dernièrement quand je lui parlais du podcast qui allait se dérouler ici sur The Mask et Jim Carrey, parce que je disais que l'effet spécial principal des films de Jim Carrey, avec Jim Carrey, c'est sa gueule. Sa gueule est un effet spécial à elle seule. Oui. Mais alors, ça peut sonner comme insultant, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment un cri d'admiration de ma part. Jim Carrey a un don pour les grimaces. Vraiment, il a une capacité, il a une plasticité au niveau du visage. Il a un pouvoir incroyable de se déformer le visage, ce qui fait que son propre visage est un masque qu'il modifie à l'envi. Et finalement, The Mask ne fait que rajouter un filtre numérique sur un visage qui est déjà extrêmement dynamique. On peut également évoquer Ace Ventura, qui est la saga qui a fait vraiment exploser Jim Carrey au cinéma au début des années 90. Et il y a notamment une scène mémorable dans Ace Ventura. Les deux sont tournés quasiment coup sur coup. Et je crois que c'est dans le premier où il y a une scène absolument mémorable où comment expliquer, il se rembobine le visage. Il refait à l'envers une grimace et il arrive à se rembobiner lui-même, quoi. C'est assez incroyable sa façon de faire. Oui, très clairement, c'est quelqu'un qui est très expressif et qui a un don particulier pour l'improvisation. L'improvisation, tout ce qui est farcesque, en fait, c'est un petit peu... il m'évoquait un petit peu le Louis de Funès de son époque, en fait, finalement. Quelqu'un que quand tu le mets sur un plateau, il part en roue libre, en fait, complètement, et tu sais pas trop... tu sais pas trop où est-ce qu'il va s'arrêter, s'il va s'arrêter, si c'est pas toi qui l'arrête, en fait. Exactement. Déjà, il est dans... S'il y a un mot qui caractérise Jim Carrey, c'est bien l'excès, en fait. Et je crois que pour évoquer le masque, il faut évoquer la carrière de Jim Carrey elle-même, Jim Carrey lui-même, et l'époque de cinéma de laquelle on parle. Donc, on l'a dit, les années 90, c'est une décennie un peu d'âge d'or pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une décennie qui consomme énormément aux États-Unis. Les États-Unis sont des énormes consommateurs de tout. Et dans les années 90, on est un peu dans l'outrance du consumérisme absolu. Comme je vous l'ai dit, les Américains n'ont plus vraiment d'ennemis. Ils ont un petit peu triomphé de tous leurs défis. Alors évidemment, le 11 septembre 2001 va redistribuer les cartes pour eux et pour le monde entier. Mais il se trouve que dans les années 90, les choses vont plutôt bien. C'est l'époque de Clinton. Et il s'avère que Jim Carrey va s'insérer dans cette époque-là. Et dans tous les films de cette époque-là, que ce soit Dumb and Dumber, que ce soit Ace Ventura, que ce soit The Mask, il a une capacité à critiquer la société de consommation excessive en faisant lui-même des caisses. En fait, il passe son temps à en faire des montagnes et des montagnes, un peu comme De Funès en son temps également, à ceci près qu'avec Jim Carrey, on a vraiment cette critique perpétuée. Il faut savoir que The Mask est le film qui a le mieux payé Jim Carrey, et je crois que Jim Carrey a franchi un record d'ailleurs avec ce film, celui d'être l'acteur le mieux payé d'Hollywood à ce moment-là. Incroyable. Et en fait, Jim Carrey, dans les interviews télé, radio, tout ce que vous voulez,
étalait sa richesse volontairement, il en faisait toujours plus. Il étalait sa richesse non pas pour se la péter, mais pour se moquer de sa propre richesse, en fait. Il était vraiment dans cet excès virtuel. Et du coup, ça montre aussi que c'est un homme de son époque. Et mine de rien, derrière le masque de clown, finalement, il y a aussi un enjeu politique, ou du moins il y a un engagement, puisque pour parler de Jim Carrey, il faut se dire qu'il n'a pas percé tout de suite au cinéma. D'abord, il a percé en tant qu'imitateur sur les scènes de théâtre, de cabaret, où il imitait, pareil avec son côté outrancier, il imitait les stars de son époque, donc Clint Eastwood, James Dean. Et puis, il a commencé à la télévision dans une émission qui s'appelait In Living Colors, des frères Wayans. Donc, c'était une émission qui avait la particularité d'avoir un casting essentiellement afro-américain. Jim Carrey était le seul blanc du casting dans cette émission. Et en fait, cette émission était composée d'une série de sketchs. Elle a beaucoup dérangé, de 91 à 94. Elle a duré donc 4 ans. Elle a beaucoup dérangé parce qu'elle était extrêmement satirique, puisque les frères Wayans tiraient souvent la sonnette d'alarme sur les questions notamment sociétales et raciales. Et il faut se dire également que l'année 91 est marquée par un événement non négligeable. Donc l'assassinat de l'activiste, un activiste qui va être agressé par des policiers, et en fait l'agression va être Rodney King, ça y est. Voilà, Rodney King donc va servir de figure porte-parole pour montrer ce qui ne va vraiment pas en Amérique au niveau racial, au niveau ethnique. Et en fait, cet événement en 91 va cristalliser un certain nombre d'émeutes, un certain nombre de problèmes qui vont exploser dans la société américaine pour dénoncer cette agression policière, en fait. Et il s'avère qu'effectivement l'émission In Living Colors va utiliser cet événement à des fins de satire, en fait, pour attirer l'attention des gens sur le problème ethnique et ségrégationniste aux États-Unis. Et Jim Carrey va être partie prenante de ça. Il va faire énormément de sketchs et de personnages qui vont déranger l'opinion dominante américaine blanche, on va dire. Et il va énormément dénoncer par rapport à ça. Et il faut savoir que In Living Colors est responsable d'une peur panique du show business par rapport au Super Bowl. Alors, il faut savoir que en 93, le Super Bowl, donc le Super Bowl, je le rappelle, c'est l'événement sportif par excellence aux États-Unis. Alors surtout le spectacle de la mi-temps, c'est un rendez-vous. Comment vous expliquer ? C'est vraiment limite c'est incontournable. C'est un spectacle dans un spectacle télévisuel. Voilà, c'est un pèlerinage télévisuel, on pourrait dire. Et jusqu'à 92, le spectacle du Super Bowl se résumait à un défilé de majorettes. Jusqu'à l'année suivante, le Super Bowl s'octroie les services et la prestation de Michael Jackson. Pourquoi ? Parce que en 92, ils se sont fait braquer l'audience par In Living Colors, qui, pour dénoncer encore une fois le consumérisme absolu, a fait un événement spécial au moment de la mi-temps du Super Bowl pour attirer l'audimat à eux. Et donc en fait, une bonne partie de l'audimat du Super Bowl s'est fait capturer par les clowneries de In Living Colors, et évidemment, qui était au centre du truc ? Jim Carrey, bien entendu. Donc voilà, ça montre... Alors, on a beaucoup dérivé de The Mask, mais en fait, non. Parce que ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est que pour comprendre la manière de jouer, la manière de faire de Jim Carrey, il faut comprendre que ces personnages ont une fonction. Presque tous ces personnages, et il y a un moment où on va parler du Truman Show, parce que le Truman Show, c'est aussi un basculement.
le Truman Show, il est prophétique dans la manière qu'on a de consommer Internet maintenant, par exemple, ou de consommer les images. En fait, il faut comprendre que les personnages joués par Jim Carrey, que ce soit dans les sketchs ou dans ses films, ce sont des personnages dont la clownerie excédentaire, on va dire, est là pour appuyer là où ça fait mal et pour gaver le spectateur de ce qu'il réclame, en fait, c'est-à-dire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et Jim Carrey est extrêmement bon là-dedans. C'est un homme d'excès en permanence. Oui, et en même temps, je pense qu'on pourrait pas, enfin, ce serait pas Jim Carrey s'il y avait pas cet excès, parce que c'est ça aussi qui dans ces films crée une forme de rythme qui permet de le considérer vraiment comme un personnage à part entière d'œuvres cartoonesques qui sont réputées pour aller extrêmement vite, pour ne jamais s'arrêter, pour retenir l'attention en permanence. Il est très très difficile de travailler sur un film de Jim Carrey parce que tu dois faire pause en permanence en fait pour canaliser en fait cette explosion d'énergie qui se manifeste dans l'image. Il y a plein de choses qui arrivent en même temps. C'est pas un seul personnage, c'est plusieurs. Et il passe d'un personnage à un autre. C'est un peu comme on l'avait vu dans Madame Doubtfire avec Robin Williams qui fait les différents personnages quand il est en train de chercher un taf. Ouais. Là, c'est Jim Carrey, c'est exactement pareil. On est vraiment sur comme tu dis, sur une personne qui est un masque qui peut changer de personnage d'un moment à un autre. Et dans le film, c'est exactement pareil. Le personnage Deep Kiss joue en soi est un autre personnage, enfin devient un autre personnage qui est issu du masque. Et le masque lui-même change de personnage, mais d'un moment à un autre, exactement comme un personnage de cartoon se transforme sans que personne n'y trouve rien à redire, en fait. Et on le voit dans le film, c'est quelque chose qui saisit aussi l'attention des autres personnages, jusqu'à même parfois saisir la petite lueur enfantine qui reste dans certains autres personnages, comme par exemple le criminel qui croise au début et devant qui il fait un merveilleux... comment dire, tour de magie avec des ballons. J'avais oublié à quel point c'était sexuel, ce tour de magie. Complètement. Ça fait partie de ces films qu'il faut voir enfant et qu'il faut voir adulte. C'est particulier. Malgré tout, c'est ça. Bon, voilà, c'est drôle, c'est sans tomber dans la vulgarité, même s'il y a bien des égards, le film a un propos qui est complètement obsolète aujourd'hui. Mais ça va très très vite, vite. Et ça me rappelle ces quelques films de cette période, d'ailleurs, si je ne me gourre pas, qui mélangent effectivement du cartoon bien sûr. et du live action. Qui veut la peau de Roger Rabbit a redéfini les codes là-dessus. Exactement, voilà, c'était la référence que j'ai citée. Voilà, The Mask surfe sur le succès titanesque du film de Zemeckis, qui est un autre film doudou pour moi au passage. Pareil. Qui veut la peau de Roger Rabbit, à l'époque, dans un tout autre registre, il y a Space Jam aussi, à la même époque, avec Michael Jordan et Bugs Bunny. Mais c'est pour vous dire qu'à cette époque-là, on surfe vraiment sur une vague. On part d'un nouvel âge d'or du cartoon, en fait, clairement. Oui, parce que ça fait remonter quelque chose. Enfin, moi, ça me faisait remonter des souvenirs qui sont beaucoup plus vieux, qui sont ceux du film Mary Poppins de 1964. Oui, bien sûr. C'est exactement pareil, mais c'est des décennies auparavant. Et là, on a une résurgence de ça, alors qu'il y a finalement... je trouve que c'est beaucoup moins... J'allais dire il y a moins d'effets spéciaux, non. Mais c'est beaucoup moins... La frontière entre l'animation cartoonesque et le live action est beaucoup plus fine. C'est vrai. Et il faut rappeler à ce propos que les effets spéciaux à l'œuvre dans The Mask, si aujourd'hui ils ont vieilli évidemment, à l'époque, ils étaient costauds, les effets spéciaux. Je trouve que c'est toujours le cas. Mais oui, il y en a qui ont très très mal vieilli au niveau des fonds verts, etc. Mais c'est costaud. Trucs qui ont vieilli. Mais voilà, encore une fois, pourquoi ça a bien vieilli ? Parce qu'il n'y a pas un excès d'effets spéciaux, tout simplement parce que, encore une fois, on y revient, la tronche de Jim Carrey à elle seule fait énormément de taf. Oui, c'est ce qui fait que justement cette frontière entre le cartoonesque et la prise de vue réelle est si fine, parce que déjà, sans être dans le personnage du masque, c'est une personne, c'est un personnage qui est extrêmement expressif dans son regard, dans ses mimiques, dans sa manière de prendre possession de l'espace, pardon. C'est quelque chose de
de très très impressionnant, tant et si bien que lorsqu'il donc enfile le masque et que ça transforme entre guillemets son visage, en dehors du fait que son visage est vert et les arêtes de son visage plus marquées, il y a très peu de choses qui changent dans ses C'est ça. expressions. Et puis, il faut aussi rappeler que quand il met le masque, c'est un vrai masque. Enfin, il a vraiment un masque vert sur le visage. Après, les effets spéciaux sont rajoutés par-dessus quand il fait ses tours de magie, évidemment. Mais c'est pas un masque en CGI, déjà parce que c'est pas la période. Et puis, voilà, c'est vraiment un masque, un make-up, un accessoire de make-up et de cinéma, quoi. Donc ça renforce le côté immersif, je trouve. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'occupation de l'espace par Jim Carrey, j'ai l'impression que jouer avec ce bonhomme, c'est pour ses partenaires, limite, alors, pas relégué, mais à être placé au rang de spectateur. J'ai l'impression que j'ai l'impression que ce type est hypnotisant, en fait, dans sa manière de faire. J'ai vu un making-of de la fameuse scène de Sancho le Cubain, où, en gros, il essaie d'échapper à un barrage de flics avec le masque, et où il se met à faire un hommage vibrant à Fred Astaire, hein, il ne faut pas se le cacher. C'est Fred Astaire à ce moment-là. Et il se met à danser et à entraîner tous les flics dans une danse complètement folle. Et dans le making-of, on voit vraiment que ses partenaires dans la scène sont réellement hypnotisés par ce qu'il fait, quoi, parce qu'il cabotine comme jamais il n'a cabotiné. Et je crois que ce soit devant la caméra ou au making-of, à partir du moment où Jim Carrey a une caméra qui le filme, et à partir du moment que ce soit les techniciens, que ce soit le réal ou que ce soit les spectateurs qui vont voir le film, à partir du moment où Jim Carrey a un public, il ne s'arrête pas. Il est inarrêtable. Voilà. Et en l'occurrence, c'est vraiment comme Fred Astaire. Je rappelle peut-être pour nos auditeurs et nos auditrices qui savent pas de qui il s'agit. Oui, pardon, c'est vrai. Fred Astaire, c'est un danseur, acteur, chanteur, magicien, bref, un peu un matou faire. C'est un spectacle. Un homme spectacle, voilà, qui s'est fait surtout connaître dans les années 1930 à... Oh, il a tourné jusqu'à tard, hein, jusqu'à les années 1980, et qui était connu pour ses numéros de claquettes, notamment. Oui. Et donc, c'est un homme extrêmement expressif. C'était un homme extrêmement expressif, et c'est une légende des films de danse, en fait. D'ailleurs, le personnage du masque est explicitement comparé à Fred Astaire par quel personnage dans le film? Je crois que c'est un des méchants. Oui, je crois que c'est le méchant principal d'Oriane, je crois. Ouais, il me semble, hein, lors de la première scène dans l'espèce de cabaret, il est comparé, il dit Fred Astaire, qu'est-ce que tu fais là et tout. Et là, oui, vraiment, on est vraiment dans une espèce de personnage en roue libre, d'espèce de CD que tu lances en repeat et qui s'arrête jamais. Et ça, c'est presque flippant, en fait. Oui. Et il y a beaucoup de choses dans le film, je trouve, quand on le regarde avec des yeux d'adulte, qui sont presque flippantes, notamment les séquences de transformation où il met le masque. On a un côté assez drôle en rapport avec le diable de Tasmanie, Taz, dont on voit d'ailleurs le coussin sur le canapé quand il se transforme, il fait son espèce de tourbillon, là, ça c'est drôle. Mais quand il met le masque ou quand il le retire, que sa peau se déforme, qu'il hurle, c'est quasiment horrifique, il y a une musique flippante par-dessus. Le masque, c'est un truc maudit. C'est un truc maudit qu'il essaye de jeter par la fenêtre et qui revient, ce qui répète ce côté des trucs, des objets maléfiques qu'il y a dans les films d'horreur, où quand on veut s'en débarrasser, ils reviennent en permanence. Et c'est un masque qui s'adapte, et ça je trouve que c'est le plus flippant. C'est un masque qui s'adapte à la personne qui l'enfile. Donc on a le personnage de Jim Carrey qui l'enfile, et on a donc le méchant principal qui à un moment donné réussit à le récupérer et à le mettre. Il y a le chien aussi qui le porte à un moment. Et quand il se met sur le visage du méchant, de l'antagoniste principal, son visage est tout de suite beaucoup plus déformé. On a tout de suite un visage de monstre, d'orque, de troll style à la Donjons et Dragons. On a vraiment un monstre.
Et c'est ça que je trouve flippant, c'est qu'au-delà du fait que ça me faisait pas peur quand j'étais petite, ça a peut-être effrayé des gens, mais c'est tout de suite, on est de nouveau dans la démesure, comme si c'était une caricature et que le but était d'affirmer les traits les plus marqués du visage. Le chien, il a tout de suite une mâchoire énorme quand il met le masque, et c'est drôle, mais je trouve qu'il a vraiment ce petit côté, mais juste à la frontière de juste ce qu'il faut d'horrifique. Et c'est quelque chose qui est à peine suggéré quand il le met pour la première fois. Il se met ça devant un miroir et il met le masque sous son menton comme pour juxtaposer les deux visages. Donc là, on pourrait faire un truc sur la dualité, etc. Machin. Mais il y a un aspect... En fait, le film ne cherche pas à être psychologisant. Tu vois, il n'y a pas une morale ou un truc comme ça avec des leçons de vie comme ça pouvait être le cas, par exemple, dans Spider-Man dont on a parlé, où il y a vraiment des pas des leçons de morale, mais des dictons, en fait, qui sont vraiment devenus des citations qui peuvent être des enseignements de vie. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre du divertissement, et un divertissement qui est vraiment à plusieurs niveaux, comme beaucoup d'œuvres des années 1990, ou que quand tu le regardes avec des yeux d'enfant et avec des yeux d'adulte, ça n'a rien à voir. Ah, complètement. Alors, au niveau de la citation, on a parlé de Fred Astaire. Je crois qu'il faut aussi citer Tex Avery, évidemment. Évidemment. C'est un cri d'amour vibrant à Tex Avery. Hein. Il y a des références qui sont même pas cachées. Je veux dire, il y a la scène dans le cabaret, la première fois où il voit Tina, où le masque voit Tina, ses mimiques, ses réactions avec le cœur qui sort, avec la tête de loup, c'est complètement Tex Avery. Donc je crois que ce film a son côté bon enfant parce que justement il rend hommage à toute la culture du cabaret, de la danse, du spectacle, du cartoon évidemment. Donc c'est vraiment un film hommage à tout ça. Ensuite il faut voir aussi alors il y a des choses. On parle souvent de la représentation de la femme dans les films qu'on cite dans La Voix des Masques. Là, très clairement, alors, déjà quand j'étais petit, il y a une scène qui me... Alors, pas qu'elle me faisait peur, mais elle me posait question parce que je trouvais que le masque en faisait vraiment trop. Il y a une scène qui ne passerait plus du tout aujourd'hui, et je pense que tu en conviendras avec moi, Hélène, hein, c'est la scène dans le parc avec Tina, où le masque rejoint Tina. Ouais. En gros, l'idée, c'est que Stanley est... Alors, Tina, c'est une comment dirais-je, une bimbo complètement, qui est castée... une pin-up, qui est d'ailleurs castée par Cameron Diaz. Donc dont c'est le premier film. Dont c'est le premier film. Et effectivement, elle crève l'écran dans le sens où c'est vraiment la pin-up par excellence, et effectivement, elle a un charisme, elle électromagnétise, on va dire, la jante masculine, et ça ne fait pas exception pour les personnages masculins de The Mask. Et donc, évidemment, Tina va devenir le love interest de Stanley, et il s'avère que Stanley, on l'a dit, est un type assez moyen, assez banal, qui au départ se fait rouler dessus par un peu tout le monde. Il n'a pas la stature économico-sociale, on va dire, au départ pour le croit-il atteindre une femme telle que Tina, qui se trouve être la compagne du méchant principal. Donc voilà, l'histoire est très classique, on vous l'a dit. Mais à un moment donné, il va voir, et on retrouve la figure du chercheur, la figure du sceptique. J'ai toujours adoré ce film pour ça, avant même de faire des études de doctorat, parce que il y a une figure de grand professeur, de grand anthropologue, qui a publié un livre sur les masques en tant que métaphore, hein, les masques que nous portons. Et quand Stanley va se rendre compte des pouvoirs du masque, il va aller voir ce bonhomme, ce chercheur, et évidemment, comme il met le masque en plein jour, évidemment, ça ne marche pas puisque le masque est nocturne, essentiellement, et ça ne marche que la nuit. Et en fait, le chercheur, c'est le sceptique, évidemment, qui prend Stanley pour un cinglé. Et en fait, le souci de Stanley, c'est qu'il veut absolument séduire Tina, mais comme il n'a pas confiance en lui, il se demande quoi faire, comment il doit y aller, et le spécialiste lui dit, à titre de métaphore, allez voir Tina, vous et le masque, parce qu'ils ne sont qu'une seule et même personne.
Il s'avère que Stanley, pour arriver à draguer Tina, met le masque et s'ensuit une scène qui, aujourd'hui, me paraît extrêmement problématique, faut dire ce qui est, parce que le masque fait un forcing avec des allusions sexuelles plus que douteuse. Plus que douteuse. La VF est terrible. La VF est incroyable. Il lui dit quand même, je planterai ma grosse fourchette dans vos raviolis. Enfin, ouais. Voilà, même gamin, alors que j'avais pas les clés pour décoder, je trouve déjà ça énorme. Alors, ce qui est rassurant, entre guillemets, dans cette scène, c'est qu'elle ne dure pas très longtemps. Ça n'empêche pas qu'elle soit malaisante. Et puis surtout, Tina n'est pas dupe et n'est pas la poupée docile qu'on peut supposer. Elle est complètement flippée. Elle est complètement en malaise devant ce type. Et comme on le comprend, comme on la comprend, pardon. Donc voilà, il y a déjà ça. Il y a alors que la scène soit malaisante aujourd'hui et à l'époque, ça me paraît une évidence. Après, compte tenu du fait que le masque, Jim Carrey et l'histoire telle qu'elle est écrite est une histoire de l'excès, pouvait-on vraiment s'attendre à ce que le masque drague de manière romantique ? C'était peu probable en soi, parce que ça prouve seulement que le masque ne fait que en fait, si on parle de cartoon, on parle de caricature, et le masque pousse la caricature. Donc finalement, le masque ne fait que faire ressortir les traits de personnalité des gens et les gonfler à l'excès quelque part. Sauf que, dans le cas de Stanley Ipkiss, il devient, quand il essaie de séduire, un très gros lourdingue forceur complètement malaisant, effectivement. Ouais, complètement. Donc il y a ça. D'autant que le deuxième personnage féminin du film, qui est assez transparent, se trouve être un personnage de journaliste, Peggy, me semble-t-il. Elle s'appelle Peggy, qui passe pour la femme, ma foi, tout à fait respectable, et qui en plus pourrait tout à fait séduire Stanley d'une manière douce, conventionnelle, que vous voulez. Se trouve être une balance qui va vendre le masque et Stanley au méchant, et on ne la reverra plus du tout par la suite. Donc, le traitement des personnages féminins dans ce film est quand même pas top. Faut être clair là-dessus. Alors, c'est pas l'enjeu du film, d'accord, mais bon, Le Masque n'est pas un film que je qualifierais de féministe. Non, pas vraiment. Non, c'est un film où les femmes sont vraiment faites pour mettre en lumière le personnage du masque. L'un des premiers personnages féminins que l'on croise en dehors de Tina, qu'on voit au début dans la première scène, c'est celui c'est sa coloc, enfin c'est la personne chez qui il loue une chambre, la proprio, c'est la proprio, voilà, la concierge. Enfin bref, ce personnage-là, attends, je vais retrouver son nom parce que ça. Madame Bonpoil en français, voilà. Et en anglais, je sais plus comment elle s'appelle. Non, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a un jeu de mots sur son nom, mais je sais Nancy plus. Fish. Ah oui, voilà. Voilà, qui est doublé par Marianne Game, tiens, dans la version française. Et donc oui, c'est l'un des premiers personnages féminins qu'on voit, et c'est une personne qui est vue comme une hystérique, qui aime pas le bruit, qui porte un masque elle aussi quand il ressort, puisque c'est son masque en je sais pas quoi, en espèce d'argile verte et tout. Et il y a un conflit entre ces deux personnages, et elle est vue tout de suite comme une hystérique. Donc oui, effectivement, les personnages féminins sont pas voilà, on a celle qui va le séduire et puis le trahir. On a celle qui va être séduite, mais en fait pas vraiment. C'est un peu bizarre. Elle sort d'abord avec l'antagoniste et puis après elle sort avec lui. Voilà, c'est un peu... voilà, comme on l'a dit, c'est une histoire classique. Petit détail drôle quand même, Cameron Diaz va accompagner par la suite au cinéma un autre bonhomme vert, puisque, tiens-toi bien, c'est la voix anglaise de la princesse Fiona dans Shrek. Oui, c'est exact. C'est exact. Je trouve quand même qu'en termes de, en termes de pas de vengeance, mais de retournement de situation, c'est vrai. Quand on connaît le personnage de la princesse Fiona, c'est pas mal. On est pas mal. Exactement. On est pas mal. Mais oui, effectivement, on est sur un personnage en plein milieu des années 90 dont les traits sont exacerbés à partir du moment où il met un masque. Et ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez courant, en fait, pour le coup, qui dit quelque chose de la manière dont on va se considérer en tant que personne quand on met un masque.
Petite anecdote, j'ai eu l'occasion pendant mes études de doctorat de faire un stage de pratique scénique et on avait comme exercice de mettre un masque. Donc c'était un masque basique, tu sais, les masques blancs là de la Commedia dell'arte, mais qui sont pas peinturlurés ni rien. Et on devait mettre un masque et évoluer dans l'espace avec ça. Et c'est assez dingue. Faut le vivre hein, pour le comprendre. C'est assez dingue comment ton rapport à ton corps change dès que tu portes un masque tout simple, un masque tout blanc, pas joli ni rien, ni aucun déguisement. Comment tu verses dans une forme d'animalité et de je m'en foutisme des contraintes sociales. Tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable, et c'est une des répliques du film. Alors, je saurais pas la citer en anglais parce que je le connais surtout en français. Le personnage de Stanley dit « Quand je mets ce masque, je suis capable de tout. Et c'est le fait d'être capable de tout qui me gâche la vie. » Et je trouve que, voilà, encore une fois, pas de leçon de morale ici, mais on a quand même, à ce moment-là, un petit moment de réflexion où il se dit que, eh bien, ce masque ne fait pas que du bien, en fait. Oui. Ben, c'est un masque maudit. Le spécialiste que va voir Stanley lui dit que c'est peut-être un masque représentant le dieu scandinave Loki. Et Loki n'est pas un bon dieu, en fait. C'est un triste. C'est au mieux un farceur, au mieux un mauvais plaisantin. Et donc, il y a vraiment l'idée d'un masque ensorcelé. Donc, exactement. Donc effectivement, c'est pas un objet bénéfique. Il ne devient bénéfique que quand la personne qui l'utilise décide de faire le bien, en fait. Et Stanley fait-il le bien, puisque principalement, il se venge et il pille une banque. Donc, la moralité du masque est assez relative. Précision quand même, par rapport à la magie du cartoon, par rapport au fait que le cartoon ait cette capacité à bouleverser les lois de la physique, quand on porte le masque, il semblerait qu'on soit immortel. Parce que on peut esquiver les balles sans problème, on peut retourner une situation de danger mortel à son avantage, on peut se transformer en ce qu'on veut. Donc, en fait, à partir du moment où il porte le masque, il ne craint absolument pas d'être ni arrêté, ni tué, alors qu'il affronte tantôt la police, tantôt les mafieux, quoi, qui lui tirent dessus allègrement. Donc, il y a vraiment ce côté. Et puis, tu l'avais mentionné hein, dans la préparation de l'émission, évidemment, il y a ce côté super-héros, bien évidemment. Je crois que le masque et l'obtention de pouvoirs surnaturels, c'est quand même des critères assez répandus chez les super-héros. On l'a dit, c'est un héros de comics en plus, à la base. Ouais. Donc, il y a vraiment cette notion de mettre un masque. Et je crois qu'en fait, par rapport à l'expérience théâtrale que tu disais, que je trouve très intéressante, je pense que, après tout, ce masque... D'ailleurs, j'en ai une réplique à la maison. Fun fact, j'ai une réplique creuse du masque de Stanley en termes de bout de bois. À la maison, il est sur mon étagère, là, je le regarde pendant qu'on parle, parce que tout simplement quand j'ai vu que quelqu'un le faisait à la main et proposait de le vendre à un prix, ma foi, d'ailleurs abordable, je l'ai commandé immédiatement, parce que c'est un artefact que je désire ardemment en tant que geek, qui a beaucoup marqué ma vie, et il s'avère que je me suis souvent fait la réflexion, même petit et même à l'âge adulte, et c'était ce que tu disais tout à l'heure, Hélène, on a toutes les possibilités quand on met un masque, que ce soit au théâtre ou que ce soit dans le film, mais surtout, qui n'a pas rêvé de se laisser aller comme il le fait, en fait? Qui n'a pas rêvé, je sais pas moi, au sortir d'une mauvaise journée, au sortir d'une soirée où tout se serait pas passé comme vous l'imaginiez, qui n'aurait pas rêvé de trouver un masque, exactement comme le fait Stanley, en fait. Il a passé une soirée de merde, il s'est fait virer de la boîte, il s'est fait à moitié pisser dessus il y a une bagnole qui l'a éclaboussé dans une flaque innommable. Enfin voilà. Bref, il s'est vraiment pris toute la misère du monde sur les chaussures, et il va trouver ce masque de façon tout à fait accidentelle et qui va changer sa vie. Et finalement, quelque part, c'est notre rêve à tous, c'est à tous et à toutes, de se dire mettre un masque, devenir une toute autre personne. Anonyme. Alors, l'anonymat de Stanley ne dure pas très longtemps. Hein. Beaucoup de gens font le rapprochement entre lui et le masque. Hein, de toute manière. Mais qui n'a pas rêvé de manière symbolique de mettre un masque et de se laisser aller complètement, en fait, de vraiment de passer la barrière, de devenir une toute autre personne, une personne qui en plus
ne serait complexé par absolument rien, aurait une capacité de spectacle, de mise en scène innée, et aurait la capacité de modeler le monde et l'environnement comme il le veut. Enfin, moi personnellement, je rêvais d'être ce personnage, ne serait-ce que pour une nuit, ne serait-ce que pour une heure. Voilà, le fait de pouvoir totalement lâcher prise, le fait de pouvoir se détacher de soi-même, en fait. Et c'est ça que tu as décrit, me semble-t-il, dans la séquence que tu as vécue quand tu as mis le masque inexpressif. C'est que à partir du moment où tu l'as mis sur ton visage, on est passé d'un bout de carton, j'imagine, carton plastique inexpressif blanc, à une prolongation de toi, en fait. Donc, et pour moi, c'est ça l'enjeu des masques. C'est ça. Les masques sont fascinants. Toutes les cultures ont des masques. Amusez-vous à regarder les masques de l'Asie, de l'Océanie, de l'Afrique. Les masques africains, il y a des thèses entières à faire dessus. Ça a été fait. C'est des objets passionnants, les masques. C'est génial dans ce que ça peut représenter, dans ce que ça peut... Et d'autant que ça a un côté terrifiant, quelque part, ces visages figés dans des grimaces plus ou moins expressives. Puis ça renvoie peut-être aussi à la peur des clowns, hein, la coulrophobie, qui est très, très, très répandue, notamment chez les gens. Rappelez-vous, il y a quelques années, le mythe, plutôt le fait divers des clowns tueurs, qui a commencé aux États-Unis, qui a commencé à déferler au Canada aussi, et on en a eu quelques cas en France également. Alors bon, c'est un peu passé de mode, mais voilà, c'était justement ces êtres masqués, ces clowns, qui s'amusaient à faire des trucs plus ou moins répréhensibles, plus ou moins sympas aux gens. Voilà, ça dit quelque chose, me semble-t-il. Oui, complètement. Complètement. Et je voudrais revenir sur un truc assez intéressant. Comme tu dis, tu disais tout à l'heure, qui n'a pas rêvé d'être à sa place pour pouvoir lâcher prise. Et tu fais cette remarque qui est très très juste, qui est visiblement quand on a ce masque, on est immortel. Et je trouve, alors je ne suis pas certaine que dans le comics ou dans la série animée c'est le cas, mais dans le film, il y a au tout début, quand il commence à utiliser le masque, un doute qui se met en place sur le fait que c'était réel ou pas. Vu que ça se passe de nuit, si ça a vraiment eu lieu ou s'il a rêvé. Et quand il met le masque, de cette manière quasiment rituelle, en fait, la première fois, il y a plusieurs éléments, effectivement, qui donnent l'impression qu'il a rêvé. Parce qu'il y a plein de choses qui se font de manière complètement folle, comme si c'était un rêve. Il peut passer par la fenêtre comme si c'était pas grave, en fait. Comme si c'était ça peut être une manière de mettre fin à ses jours ou de renaître ou de faire simplement une pirouette. Théoriquement, il devrait mourir et finalement, en fait, il s'écrase au sens propre du terme et il en rit. Et quand les flics commencent à poursuivre le masque, ils arrivent finalement à l'identifier parce que le personnage de Jim Carrey porte un pyjama qui est incroyable et sur lequel le flic se moque. Et à un moment donné, dans une des séquences nocturnes, sa cravate se déchire et quand elle se déchire, tombe sur le sol une étoffe qui n'est pas celle de la cravate mais celle du pyjama du personnage. Et tout ça me donne un petit peu des vibes de conte, en fait, et de charme magique qui s'arrêterait à la fin de la nuit. Un peu comme notre personnage de Fiona dans Shrek, ou un peu, par exemple, comme dans Cendrillon. Oui, ou Jekyll et Hyde. Jekyll et Hyde. C'est une relecture de Jekyll et Hyde, le masque. Complètement. Là, pour le coup, ça m'a vraiment évoqué le conte de Cendrillon, en particulier parce qu'on passait d'un ensemble d'éléments qui font descendre le personnage plus bas que terre. Le personnage de Cendrillon, avant de se faire transformer par sa marraine, la bonne fée, elle se fait déchirer sa robe, elle se fait humilier, et après arrive ce charme magique qui sera rompu à minuit. Il y a dans la suite des événements une stratégie de l'échec, en fait, pour reprendre le titre d'un film très drôle,
ça dépend pour qui, mais moi je le trouve très drôle, qui consiste, comme on l'a vu par exemple dans nos 2 précédents épisodes, à accumuler les échecs de telle sorte que le personnage soit tellement bas qu'il est finalement réceptif à une forme de charme qui pourrait lui faire changer les choses. On a un échec scientifique, puisque c'est le fait que le masque tombe entre ses mains, c'est une exploration archéologique qui tourne mal, et qui libère un pouvoir, ici le masque, qui va donc remonter des profondeurs. Et on a un échec d'un héros qui a un métier qui fait pas rêver, il est banquier, un héros qui est trop gentil, qui se fait marcher dessus, qui a toutes les occasions de briller, et qui crèche aussi dans une forme de précarité, comme c'était le cas par exemple pour Spider-Man, et puis pour le personnage de Madame Doubtfire. Et l'une des premières occurrences, enfin l'un des premiers souvenirs que Peggy a de lui, parce qu'elle le connaît, c'est un souvenir au cours duquel le personnage de Stanley a envoyé une lettre dans le journal, et elle lui dit « Ah, c'est vous le mystérieux gentil !» comme si c'était ce héros mystérieux qui faisait le bien. Et là, j'ai une question à poser à laquelle je n'ai pas de réponse, et je serais curieuse d'entendre ton avis. L'une des premières réactions qu'a Stanley quand il met le masque et qu'il commence à faire ses tours de magie, c'est « Je vais devenir un super-héros et libérer cette ville de la criminalité ». Est-ce que le fait d'avoir des pouvoirs doit faire forcément de nous un super-héros ? Alors, il y a plusieurs réponses à ta question. Déjà, je vais remonter, moi aussi, je vais faire une expédition archéologique. Je vais remonter un tout petit peu dans le temps et dans l'époque des années 80. L'époque des années 80, c'est les stars d'action qui vont crever l'écran. Donc, c'est qui ? C'est Stallone, c'est Schwarzenegger, donc c'est Rambo, Terminator. Ce sont des types bodybuildés que les balles ne semblent même pas arrêter. Après les années 90, il y a eu une nouvelle génération, il y a eu Tom Cruise, il y a eu Bruce Willis. Il y a toujours eu, tu sais, aux États-Unis, dans le cinéma hollywoodien, cette vision du golem de chair, du monstre de chair, de muscles, qui va triompher de tout, des balles, des immeubles qui s'effondrent, de tout ce que tu veux. Et je pense que rien n'indiquait à cette époque-là qu'un type comme Jim Carrey, qui est plutôt efflanqué, malingre, qui est qui est à l'opposé du physique des stars d'action. Rien n'indiquait qu'un type comme lui allait percer. Et pourtant, il a percé. Pourquoi ? En partie parce que c'est Jim Carrey, il n'a jamais lâché l'affaire. Et puis surtout parce que Jim Carrey s'amuse, mais réellement, dans ses personnages et dans sa façon d'être, à parodier les grandes figures bodybuildées de l'époque. En fait, il parodie l'héroïsme des années 80. Et ça va marcher. Ça va beaucoup marcher pour The Mask. Parce que quand il dit que ses pouvoirs vont faire de lui un super-héros, c'est vrai, pas vrai à la fois, puisque les actions du masque sont, jusqu'à très tard dans le film, très très égoïstes. C'est ses problèmes à lui qu'il cherche à régler. Et par ailleurs, quand il va quand il dit d'ailleurs, quand on veut être chic, il faut avoir du fric, voilà, c'est quand même une morale pour le moins bancale, on pourrait dire. Donc il va piller une banque, donc il va coiffer au poteau la mafia locale, mais il va quand même piller une banque. Et surtout, on va avoir l'opposé de la scène de l'entrée du cabaret du Conco Mongo. Au départ, Stanley se fait piétiner, virer, il n'arrive pas à rentrer avec son pote, enfin, et il termine dans le caniveau, littéralement, avec une bagnole qui tient à peine sur ses roues. Et en réponse, le masque, la première apparition publique qu'il fait, c'est au Conco Mongo, et son arrivée est déjà significative, parce qu'il arrive dans une limousine aux proportions complètement démentielles. Et il a un costume qui se veut classe, mais qui est en réalité hyper tape à l'œil, le costume jaune canard, avec la plume dans le chapeau, enfin c'est quand même hyper tape à l'œil, c'est comme je formule un vœu pieux. J'espère que dans une dimension parallèle, parce que maintenant Jim Carrey ne fait plus de cinéma, il s'est retiré du circuit,
Dans une dimension parallèle, j'espère vraiment que quelqu'un a casté Jim Carrey pour être un Joker. J'aurais aimé. Il a joué dans C'est Batman, vrai. il a joué dans un des Batman de Schumacher, mais il a joué un homme mystère très, très convaincant pour le coup. Mais je suis sûr et certain que Jim Carrey aurait fait un très bon Joker. Fin de l'aparté. Fin de l'aparté. Ce que je veux dire par là, c'est que justement, il a un costume volontairement tape à l'œil qui rappelle en jaune le costume du Joker d'ailleurs. Et la première chose qu'il fait pour introniser, c'est qu'il arrose de billets le videur, enfin le vigile quoi, à l'entrée. Ouais, Et en c'est fait, vrai. il génère volontairement une émeute en faisant pleuvoir des billets. C'est le summum, me semble-t-il, de la vulgarité, du capitalisme à outrance, du consumérisme à outrance. Il me semble que ce genre de scène, qui n'est pas inédite au cinéma, hein, le fait que des gens se battent au milieu d'une pluie de billets, mais je pense que c'est le signe de la dégénérescence d'un système que le masque connaît parfaitement et qui va exploiter pour pouvoir rentrer, tout simplement. Et il me semble que cette scène est très significative. Donc, Oui. pour répondre à ta question, justement, c'est pas tant le fait d'avoir des pouvoirs qui fait de Stanley un super-héros. D'ailleurs, pendant la scène finale, il y a toute une phase où il a pas le masque et où il se bat en tant que Stanley pour rétablir la situation. Il va mettre le masque après, d'autant qu'à ce moment-là, c'est Milo, le chien, qui lui a piqué le masque. Mais je pense que effectivement, pour moi, le masque ne correspond pas à la définition classique comme un Superman ou un Batman du super-héros, parce qu'au bout d'un moment, il va accepter de laisser filer le masque, tout simplement. C'est un objet extrêmement utilitaire, extrêmement égoïste, extrêmement temporaire, et on peut se dire que, comme il le présuppose lui-même, s'il avait gardé le masque, sa vie aurait fini par se transformer en enfer permanent, en fait. Parce que je ne vois pas quel service positif ce genre d'objet peut rendre à long terme. En plus d'attirer la convoitise de tout le monde, ça le met dans la merde autant que ça lui rend service, puisque la police et la mafia sont à cette rousse pendant tout le film à cause du masque. Donc, et puis, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que à aucun moment on a comment dirais-je, si vous vous rappelez la scène dans Spider-Man, dans le premier Spider-Man qu'on avait commenté, il y a un moment donné où Norman Osborn, quand il commence à virer dans la folie, parle à son reflet, parle au masque du bouffon. Là, le réalisateur a fait le choix, et c'est un choix intelligent, me semble-t-il, il n'y a pas de séparation entre le masque et Stanley. C'est-à-dire que à aucun moment, le masque lui parle comme s'il était une personnalité indépendante. Il ne parle jamais à Stanley. Il parle tout le temps en tant que masque. Et donc, il est vraiment une prolongation de Stanley. Il n'y a pas de dichotomie entre eux. La dichotomie n'existe que quand Stanley retire son masque. Donc je pense qu'effectivement, Stanley n'a vraiment pas vocation à être un héros. Il a simplement vocation à avoir vécu une aventure incroyable qui paraît onirique justement. Et après, il va remettre les pendules à zéro en se débarrassant du masque. Alors, on notera que le film a une suite tout à fait dispensable, hein, Le Fils du Masque, qui est assez unanimement reconnu comme étant une purge absolue sur tous les plans. Je crois qu'il a à peu près tout raflé au Radio Award, le Fils du Masque. Donc voilà, vous pouvez tout à fait vous dispenser de le revoir, hein, parce que Jim Carrey n'est plus là et on est à 20 000 lieues de qui avait fait le succès du premier film. Donc voilà, dispensez-vous de le voir, mais simplement, pour moi, le masque, justement, n'est pas censé avoir de suite. On se débarrasse du masque. Les humains étant ce qu'ils sont, il y a son pote qui va aller essayer de le récupérer, mais Milo va aller le subtiliser avant que ce soit le cas. Mais voilà, on a le happy ending classique, voire même trop classique, hein, du héros qui finit par avoir la jolie fille et lui rouler une galoche. D'ailleurs, le dernier mot de Stanley, c'est Splendid ou Smoking dans la version originale. C'est le gimmick du masque lui-même quand il dit ça. Donc, je pense qu'effectivement, on rejoint l'idée que Stanley et le masque ne sont en réalité qu'une seule et même personne et que le masque n'a rien fait d'autre que d'exacerber des traits de personnalité déjà présents en Stanley, en fait. Comme un miroir déformant, finalement. C'est ça. Et je trouve aussi, j'y pense, que
Le Masque est à considérer comme un film de son temps, mais réellement. Pour moi, alors j'aime bien dire que les films sont figés dans l'ombre, parce que j'adore Jurassic Park, et je trouve que... Alors là, l'argument qui va suivre me vient du documentaire que je cite sans le citer depuis tout à l'heure, donc je vais vous dire de quoi il s'agit, parce que je suis quand même censé en tant que chercheur citer mes sources. Arte, oui. Arte a sorti un docu qui est encore visible sur les plateformes, hein, donc n'hésitez pas, qui s'appelle Jim Carrey, l'Amérique démasquée. C'est un docu Arte réalisé par Adrien Desnouettes et Thibaut Sève, qui dure une 50aine de minutes et qui explore tout à fait la personnalité et la carrière de Jim Carrey, et beaucoup d'arguments que je vous ai sortis concernant Jim Carrey proviennent de ce documentaire. Donc voilà, c'est une source très fiable et très, très chouette à voir si vous avez une petite heure devant vous. Et donc je rejoins ce documentaire sur un autre point. Quand il a commenté la suite de l'histoire du cinéma, je vous l'ai dit, alors déjà, la carrière de Jim Carrey est à rapprocher du scandale de Bill Clinton et Monica Lewinsky, puisque Jim Carrey a fait avant Le Masque un film qui s'appelle Menteur, Menteur, Liar, Liar donc, où il incarnait un avocat qui, par un sortilège, perd sa capacité à mentir. Et du coup, les ennuis commencent. Et il se trouve que quand l'affaire Clinton-Monica Lewinsky a éclaté, donc je rappelle, hein, à l'époque, c'était donc un scandale de faveur sexuelle accordée au président Bill Clinton par Monica Lewinsky, et il s'avère que Bill Clinton a dû se justifier devant la nation entière et avouer qu'il avait fauté avec cette jeune femme. Donc ça a défrayé la chronique, évidemment, et on a comparé Bill Clinton à Liar Liar, donc au personnage de Jim Carrey dans ce film. Et d'ailleurs, dans l'un des sketchs des frères Wayans que je vous citais tout à l'heure, In Living Colors, pardon, dans l'un des sketchs de In Living Colors, il avait comme une prophétie parodié Bill Clinton à l'époque où l'affaire... donc Jim Carrey avait parodié Bill Clinton à une époque où l'affaire Monica Lewinsky était encore loin. Donc ouais, il a été assez prophétique quelque part, où il faisait de Bill Clinton une espèce de pecno un peu demeuré. Mais voilà, c'est à rapprocher de l'histoire américaine. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que en termes de cinéma, et en termes d'histoire américaine, évidemment, je ne vais pas vous rappeler ce qu'est le 11 septembre 2001. Hein, le monde entier a été marqué par ça. Les États-Unis ont encore des séquelles par rapport à ça. Et je crois que les gens de notre génération et plus âgés se rappellent exactement ce qu'ils faisaient ce jour-là. Enfin, moi, c'est mon cas. Et il s'avère que, après cet événement, la politique américaine a changé, puisque on est en pleine époque de l'axe du mal avec Bush Junior. On est en pleine époque du Patriot Act. Et au cinéma, ça coïncide avec quoi ? Avec le cinéma de super-héros qui va exploser au début des années 2000. Voilà, Disney, Marvel, vous connaissez leur ascension maintenant. Et ce qui est cool, ce n'est plus les héros à la The Mask, mais c'est les héros au patriotisme cool façon Avengers. Et par rapport aux effets spéciaux, là, le CGI déferle. Et il y a autre chose qui déferle, c'est Internet, les réseaux sociaux et le fait que on finit par pouvoir se filmer chez soi et débarquer sur YouTube. D'accord ? Et ça, historiquement, ça me paraît très intéressant parce que Jim Carrey lui-même l'a dit, en fait. C'est-à-dire qu'il est passé de mode à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il ne peut plus marquer vraiment le temps avec les personnages qu'il jouait parce que le cinéma a changé d'orientation, a changé de héros, et surtout, on a changé de manière de consommer les images. Et ça, il y a un film, une histoire déjà, parce que c'est à la base une histoire de Philip K. Dick, et un film qui l'a adapté, avec Jim Carrey dans le rôle principal, c'est Le Truman Show. Le Truman Show, si vous ne l'avez pas vu, c'est clairement l'un de mes films préférés, déjà d'une part. Et pour moi, c'est un film, si vous n'aimez pas Jim Carrey, c'est un film qui peut vous faire aimer Jim Carrey. Parce que, basiquement, l'histoire du Truman Show, c'est l'histoire d'un bonhomme dont la vie est intégralement
organisé et filmé à son insu dans ce qui s'appelle donc le Truman Show. Donc depuis sa naissance, les caméras le filment depuis sa naissance. Et ce qui passait à l'époque pour un simple délire un peu terrifiant, le fait que les caméras nous regardent partout, le fait qu'on se mette en scène, et ben maintenant c'est devenu un fantasme. Et Dieu sait qu'il a eu raison par la suite, puisque finalement, qu'est-ce que c'est que YouTube ? Qu'est-ce que c'est que le contenu vidéo aujourd'hui ? Sinon principalement des gens qui acceptent la chose induite par le Truman Show, qui acceptent que les autres nous regardent en permanence, qui acceptent de se mettre en scène, qui acceptent d'être des influenceurs, influenceuses. On a aujourd'hui un rapport à l'image qui a complètement intégré la notion de voyeurisme. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. C'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais en tout cas, c'est mon avis. Que ce soit dans les émissions de télé-réalité, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, que ce soit sur la manière dont on fait du contenu vidéo. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire du contenu vidéo pour peu qu'il ait Internet et une caméra d'ordinateur. Voilà. Et ça, pour moi, ça prouve que le cinéma et la consommation des images ont changé de paradigme et que le masque tel qu'on l'a connu ne peut plus vraiment exister. En fait, et je pense que Jim Carrey, par conviction politique, dirons-nous, et par volonté, par fatigue, aujourd'hui, il est chez lui et il peint, principalement. Il fait de la peinture. Il s'est retiré du circuit. Il a choisi de partir. Parce que je pense que la consommation des images ne lui convenait pas, d'autant que, dans son histoire personnelle, Jim Carrey, et c'est tout à fait l'histoire de Man on the Moon, un film dans lequel il a également joué, il a été gavé lui-même par la télé. S'il est capable de reproduire l'excès dans son jeu, c'est parce que lui aussi a été gavé à l'excès par les images, et ça rejoint un élément de son histoire personnelle que je trouve extrêmement touchant, qui concerne sa maman. Sa maman était une personne dépressive, donc qui avait de grandes phases d'isolement et de perdition psychique. Et pendant ces perditions et pendant ces phases d'isolement, sa maman se gavait de télé. Elle passait ses journées entières devant la télé et elle consommait des émissions américaines. Et lorsqu'il était petit, Jim se disait, et ça c'est pareil, il l'a dit en interview, Jim se disait que pour divertir sa maman, pour aider sa maman, il fallait qu'il entre dans la télé, en fait. Et c'est ce qu'il a fait. Il est devenu lui-même une image que l'on consomme. Il est devenu lui-même une légende du burlesque et de l'excès. Quelque part, pour moi, il a réussi à accomplir son propre rêve américain à lui, dont il s'est aujourd'hui retiré. Et je trouve que c'est assez noble de sa part. Oui, c'est très très beau comme manière de dire et comme manière de faire. Aussi beau que, me semble-t-il, il le dit dans une interview, quand on lui demande en 2022 s'il pense revenir un jour, alors qu'il dit qu'il pense prendre sa retraite, il aurait répondu « ça dépend ». Si les anges apportent une sorte de script écrit à l'encre d'or qui me dit qu'il va être vraiment important pour les gens de le voir, je pourrais éventuellement revenir, mais pour l'instant, je fais une pause. Je trouve que c'est très très joliment dit. À mon avis, il se moque un petit peu de Bruce Tout-Puissant, là, dans lequel il a joué d'ailleurs. Oui, c'est très probable. C'est très probable. Mais ça lui ressemble tout à fait. Regardez le documentaire, parce qu'à la fin du docu Arte, on les voit justement chez lui en train de peindre. Alors, c'est assez dingue parce qu'il peint des immenses tableaux. Il est limite suspendu à un fil. Ça lui ressemble tellement. Oui. Il est limite suspendu au-dessus de son tableau et il peint comme ça. Mais c'est incroyable. Ce mec est incroyable. Il a une forme de folie ancrée en lui, de folie créatrice, de folie infantile. Il est touchant, ce bonhomme. Vraiment touchant. C'est un très très grand artiste qui aura marqué durablement le paysage cinématographique. Ouais, carrément, ouais. Et c'est vrai que moi, il m'a énormément apporté. Masque m'a énormément apporté. Pour un enfant, ce film, c'est de l'or en barre. C'est merveilleux. Il y a tout. Il y a un personnage rigolo. Il y a il est à espérer que les allusions sexuelles ne soient pas comprises par les enfants. mais voilà, c'est vraiment. C'est vraiment ce film-là qui m'a fait aimer Jim Carrey. Enfin, voilà. Moi, j'ai un rapport avec le masque qui
qui est complètement Madeleine de Proust. Oui, moi aussi, c'est un film doudou. Alors, moi, plus la série animée que le film. Je me souviens beaucoup plus. Je me souviens beaucoup plus de la série, donc qui est passée quand j'étais toute petite, parce que j'avais 3 ans. Eh bien oui, c'est en 96, ouais, j'avais 3 ans. Donc mais ça m'a quand même suffisamment marqué et ça continue encore de le faire aujourd'hui. Et j'ai revu pour ce podcast le film de 94 avec beaucoup de plaisir, malgré quelques scènes qui sont problématiques et dépassées. Mais ça reste quand même un très grand vecteur de nostalgie. Ah, complètement, ouais. Et oui, et surtout, c'est un hommage à une époque de l'Amérique de spectacle, on l'a dit, Fred Astaire, les cabarets. J'ai toujours été fasciné par les cabarets, moi, je sais pas pourquoi. J'ai toujours eu une fascination pour le théâtre, déjà, j'en ai fait, étant petit, et étant petit, du moins étant plus jeune. Et j'ai toujours eu une fascination pour les scènes, pour tout le décorum du cabaret. Alors là, bon, avec Cameron Diaz, un truc un peu sexuel, mais ça rappelle un petit peu la figure avec Tina, la figure de la pin-up, justement, qu'on retrouve complètement avec un autre personnage qui a beaucoup marqué mon enfance, c'est Jessica Rabbit. Jessica Rabbit, qui va pas de Roger Rabbit. Et voilà. Tout se recoupe. Le film de Roger Rabbit qui est également un hommage au premier âge d'or des cartoons, complètement. Avec Betty Boop, avec... Oui, complètement. Avec ce côté un peu dépassé, puis évidemment l'hommage au film noir avec Eddie Valiant. Il faudra un jour qu'on se consacre à Qui veut la peau de Roger Rabbit et à Robert Zemeckis de manière globale, parce que Robert Zemeckis, ça va être un très gros épisode. On fera peut-être une intégrale en plusieurs parties parce que il y a vraiment de quoi faire. Mais c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus parce que je pense que ça prendrait des heures, mais c'est un film qui, comme tu le dis, rend hommage et qui ne cesse de citer visuellement comme oralement des répliques de films tout au long du métrage. Il faudrait j'en ai identifié quelques-unes, mais pas toutes. Il y en a vraiment un très très grand nombre qui est donné aux différents personnages. Et ça montre aussi que c'est avant tout un film cinéphile, en fait, un film qui, au-delà de rendre hommage, se moque et vraiment est là pour en rire, en fait, pour rire et se rappeler de tout ce qui a marqué les gens, en fait, avec toutes ces références. Et on les a pas, c'est pas à la limite, c'est pas grave, en fait. Ce qui compte, c'est d'en rire. Oui, et puis je crois que c'est peut-être le film de Jim Carrey dans lequel il a incarné le plus de personnages. Parce que à chaque apparition du masque, il se retransforme en un ersatz différent. Donc on a le côté Sancho, on a le côté dragueur italien, un poil lourdingue, et on a même le côté, à mon avis c'est un hommage au Parrain, à Al Pacino, on a même le côté mafieux. Oui. Le côté mafieux, quand la dernière apparition du masque, il est en habit des mafieux des années 30, et il a cette réplique absolument incroyable qui est tant que je serai dans le métier, petit tu es doué, très doué, mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Oui. Qui est une réplique de film de mafieux, mais à 200%. Et moi, ça c'est, enfin, il faut parler un jour de ma fascination incroyable pour la mafia romancée telle qu'on la voit dans Le Parrain, telle qu'on la voit dans voilà. À chaque fois que je fais un jeu de rôle ou que je vois un mafieux, je le fais, quoi. J'ai une fascination folle pour ce côté dandy, classe, chapeau. Voilà. Et pour moi, Jim Carrey parvient parfaitement à interpréter tous les rôles qui lui sont proposés dans un seul rôle, en fait. Un peu comme Robin Williams, pour ne citer d'autres ailleurs. C'est à peu près le même... Il y a un lien de parenté, je trouve. C'est la même énergie. Je sais pas s'ils sont déjà retrouvés ensemble sur un film, mais ça aurait été... Je n'en ai pas souvenir. Je crois pas, mais ça aurait été magnifique. Ça aurait été magnifique. Je pense que le cinéma s'en serait pas remis. Et... Écoute, ma foi, ça restera au stade de fantasme. Et c'est bien aussi. Ouais. Mais ça doit être difficile aussi d'exister autour de Jim Carrey, je pense. C'est des gens qui accaparent beaucoup l'attention et l'énergie. Donc, je pense que c'est parfois difficile d'exister auprès d'êtres comme ça, mais ça doit être tellement valorisant aussi de
de pouvoir être embarqué dans leur aura quelque part. Oui, c'est comme pour Donc, Louis de Funès, c'est des gens qui s'arrêtent oui, jamais, bah voilà. en fait. C'est une C'est ça. fois que C'est ces ça. personnes-là sont dans la pièce, tu es un figurant et c'est comme ça. C'est vrai. C'est comme ça, mais il a C'est vrai. beaucoup apporté au cinéma, en particulier avec Bien ce sûr. film-là. C'est pas son premier, bien entendu, il a commencé à filmer dans les années 80, mais Ils ont- ça reste un de ses plus marquants. Bah, disons que la saga qui leur a vraiment révélé au cinéma, je crois que c'est Ace Ventura, très clairement. Clairement. Où il joue, là, pareil, cabotine d'une manière assez folle. C'est déjà un masque en puissance. Ouais. Mais voilà. Donc oui, n'hésitez pas à revoir un peu sa carrière cinématographique parce que c'est un bonhomme intéressant, Jim Carrey. Vraiment. Oui, ouais, Voilà. sous tous les aspects de son œuvre, effectivement. Je crois qu'on a fait le tour. Bah oui, il me semble qu'on en a déjà bien dit. Tout à fait. Je pense que nous pouvons effectivement nous arrêter là. Merci à toi, Clément, d'avoir discuté avec moi de ce film Doudou. Mais je t'en prie, c'est toujours passionnant, c'est toujours génial. Je pourrais passer des heures entières à faire ça. Oui. Écoute, l'épisode va déjà faire une petite heure, là. Je pense que c'est déjà pas mal. Je vais aller monter tout ça. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, pour votre soutien aussi, qui nous fait très plaisir. On espère que Oui, cet merci à vous. épisode vous a plu, qu'il vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir ce film Doudou, donc des années 1990. On va vous mettre dans la description le documentaire Arte Jim Carrey, l'Amérique démasquée, qui est disponible jusqu'au 1er février sur YouTube, en accès libre. Si cette émission vous a plu, n'hésitez bien sûr pas à la partager autour de vous. Et puis nous, on va se retrouver en février pour le prochain épisode. Mais oui, complètement, avec plaisir. À la prochaine! Enfin.